Et salut, c'est Gizmo de Kiss My Geek. Ça fait longtemps, hein. Allez, ça se fête. Santé. T'aimes ça la bière ? Moi oui. Et ça tombe bien parce que la bière, on va en avoir besoin aujourd'hui pour venir à bout de Brass Birmingham, le jeu de plateau que je vais vous présenter. Alors non, brass n'est pas la traduction anglaise de brasser, mais fait ici référence à l'argot brass, qui désigne tout simplement l'argent, le flouze, la caillasse, les pépettes, enfin bref, le fric. Mais il y a quand même un gros rôle de la bière, et on va y revenir. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Brass tout court, un jeu de Martin Wallace sorti en 2007 aux USA. Il a ensuite été distribué en France par White Goblin Games, mais peu de gens ont mis la main sur cette version. Puis en 2017, Roxley Games a lancé une campagne Kickstarter qui a cartonné avec un peu plus d'1,7 million de dollars canadiens pour sortir une nouvelle édition du jeu avec de nouvelles illustrations et des règles légèrement modifiées sous le nom de Brass Lancashire, tout en proposant une suite au jeu avec de nouvelles mécaniques. Cette suite, c'est Brass Birmingham. Et après une sortie en VO en 2018, c'est l'éditeur Funforge qui a récupéré l'AVF pour l'éditer donc en France à partir de l'année dernière, 2019. Alors je le dis tout de suite pour être transparent avec vous, le jeu nous a été offert par Funforge pour qu'on puisse le tester. On n'a pas été payé, donc on n'a pas spécialement d'intérêt à vous le survendre, mais au moins comme ça, vous savez tout. Donc Brass Birmingham est un jeu à l'allemande, c'est-à-dire un jeu de stratégie et d'économie situé dans l'Angleterre des années 1770 à 1870, c'est-à-dire en plein dans la révolution industrielle. Durant 2 ères, celle des canaux et celle des rails, qui vous occuperont environ 45 minutes par tête, chaque joueur, ça se joue entre 2 et 4, va devoir développer son empire industriel à travers des bâtiments de production de ressources comme le charbon et le fer, des bâtiments de production de produits finis comme de la soie ou de la poterie et des réseaux de transport. Et la bière alors ? Mais calmez-vous ! La bière est également une ressource, bien qu'un peu différente. Elle est évidemment produite dans les brasseries et sert à la vente des produits finis. Jusque-là, tout va bien, ça ressemble à un jeu familial plus ou expert de gestion. Mais autant vous le dire tout de suite, Brass Birmingham est clairement un jeu expert. C'est même l'un des, sinon le jeu le plus complexe de gestion auquel j'ai joué jusqu'à maintenant. Et j'ai bien dit complexe, pas compliqué. Bon après, l'explication des règles prend quand même 30 à 45 minutes et on a tendance les premiers tours à oublier des règles et à se faire avoir à cause de ça, donc on va pas non plus dire que les règles sont simples, mais elles ont l'avantage d'être très bien pensées par rapport au thème, ce qui les rend très facilement justifiables et donc mémorisables. Il n'empêche que ces règles sont très nombreuses, et que rien que l'utilisation des ressources, par exemple, varie selon leur nature. L'utilisation du fer est par exemple beaucoup plus libre et beaucoup plus simple que l'utilisation du charbon. Encore une fois, c'est justifié par le thème, puisqu'à l'époque on avait besoin du fer en plus petite quantité, et donc c'était plus facile de le transporter que le charbon dont on avait besoin des tonnes et des tonnes. C'est donc un enchevêtrement de petites règles que l'on pourrait voir comme des exceptions, avec lesquelles il va falloir composer. Composer, c'est d'ailleurs un mot assez important dans ce jeu, puisqu'il a une part non négligeable d'opportunisme, et que vous ne pouvez pas faire votre petite stratégie dans votre coin. Ou plutôt si, vous pouvez vous isoler au début du jeu dans un coin du plateau, mais vous verrez vite que c'est une mauvaise idée. Et que de toute façon, votre isolation a peu de chances de tenir si vous vous en sortez pas trop mal. Toujours est-il que votre but sera de marquer le plus de points de victoire possible, évidemment, et que ça se fait en vidant des bâtiments de ressources, en vendant des produits finis, ou en connectant des industries entre elles, via soit des canaux, soit des chemins de fer, suivant l'ère dans laquelle on se place. Quand vous videz ou vendez des bâtiments, donc vous gagnez des points de victoire comme on vient de le voir, mais vous augmentez également votre revenu, qui va évidemment vous servir à améliorer votre empire, à l'étendre et à écraser vos adversaires. Puisque construire des infrastructures et des industries, eh bien ça coûte bonbon comme on dit chez Haribo. Et non seulement ça coûte de l'argent, mais les affaires ça prend aussi du temps. Et ça, c'est représenté par le fait qu'on ait le droit qu'à 2 actions par tour, et qu'une ère ne dure que le temps de vider une pile de cartes. Oui, puisque ces cartes sont nécessaires à faire les actions. Donc s'il n'y a plus de cartes, on ne peut plus faire d'action. Donc si vous avez bien suivi, le paquet de cartes sera vidé 2 fois. Ça paraît beaucoup, mais en fait c'est vraiment pas beaucoup, et il arrive souvent qu'à la fin de l'ère des trains, on a envie de faire 4-5 tours supplémentaires pour marquer quelques points, parce qu'on commence vraiment à avoir une machine rodée. Je ne vais pas vous faire les règles complètes, bien que ce serait cool qu'une vidéo règle soit faite en français, parce qu'actuellement il n'y en a pas, mais pour que vous compreniez bien le jeu, il faut quand même que j'appuie sur certains aspects. Les cartes par exemple. Comme je vous l'ai dit, elles sont nécessaires aux actions, mais ce ne sont pas des cartes actions. Ce sont des cartes industrie ou des cartes lieux. C'est-à-dire soit des cartes qui représentent la production de charbon, de fer, de soie, etc. Soit des cartes lieux qui représentent tout simplement une ville. Évidemment, la nature de ces cartes va être déterminante pour l'action de construction. Au passage, c'est l'action la plus compliquée de tout le jeu, parce qu'elle est soumise à tout un tas de petites règles qui, en plus, évoluent entre les 2 ères.
mais vous pouvez défausser n'importe quelle carte pour toutes les autres actions. Ça n'a l'air de rien, mais ça vous oblige à faire extrêmement attention à quelle carte vous défaussez, tout simplement pour ne pas être bloqué dans une action future. Et je peux vous dire que vous allez en avoir des hésitations sur quelle carte jouer. Sans faire le tour des règles sur la construction, il y en a une qui est fondamentale. C'est que vous ne pouvez construire un bâtiment que si tous les bâtiments du même type d'un niveau inférieur ont disparu de votre plateau individuel qui, comme vous le voyez, est bien fourni. Alors je ne dis pas une fois qu'ils sont construits parce qu'il y a d'autres moyens de se débarrasser de ces tuiles, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles. Et évidemment, vous ne pouvez les construire que si vous avez les ressources nécessaires, à la fois en termes financiers et en termes de ressources physiques, c'est-à-dire du charbon, du fer, etc., que vous pourrez prendre évidemment chez vous, mais aussi chez vos adversaires et dans certains cas au marché. Mais attention, parce que chacun de ces choix est lui-même soumis à un ensemble de règles qui lui est propre. Je vous avais prévenu, plein de petites règles et d'exceptions. Et donc, de pair avec la construction, le plus intéressant, le but même, ça va être de retourner les cartes industrie, c'est-à-dire de vendre ou d'utiliser les industries qu'on a construites. Parce que comme on l'a vu, chaque industrie retournée va nous rapporter du revenu et des points de victoire qui seront comptabilisés à la fin de l'ère. Et oui, c'est important que ce ne soit fait qu'à la fin de l'ère, parce que tout simplement, c'est nécessaire pour la stratégie pour bien réfléchir à ce qu'on va faire. Pour les ressources, on l'a dit, c'est simple, la tuile se retourne une fois qu'elle est vidée. Pour les autres bâtiments, ça se fait quand une vente est conclue. Et pour qu'une vente soit conclue, il faut quasiment toujours un ou plusieurs tonneaux de bière. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Et ces retournements de tuiles n'ont en plus pas une progression linéaire, ce qui amène encore d'autres types de réflexions. C'est-à-dire que certaines étapes de la poterie, par exemple, ne rapportent presque rien, alors que celles d'avant et la suivante vous font faire le plein de revenus et de points. Les connexions, c'est-à-dire les routes, vont également rapporter des points à celui qui les a construites. Ça se fera en fonction des industries qui ont été retournées pendant l'ère, ou dans l'ère d'avant, mais qui sont restées, on y reviendra. Là aussi, un petit effet opportuniste où l'on profite du développement de ses adversaires. Il y a moyen de ruser, en ne finissant pas une industrie à côté d'une route qui a déjà plein de points, ou en finissant au contraire une industrie qui ne rapporte pas de points aux routes qui sont adjacentes. Bref, les possibilités sont infinies. Enfin, d'ère des canaux, donc une fois qu'on a vidé une première fois le paquet de cartes, on fait le premier décompte des points, on vire tous les canaux qui ont été construits, toutes les industries devenues obsolètes, c'est-à-dire les industries de niveau 1, et on recommence une nouvelle ère, celle des trains. Elle se joue à peu près de la même façon que la première ère, mais là encore, il y a des petites subtilités qui viennent s'ajouter, etc., etc. Bon, ok. Donc le jeu est destiné aux gros joueurs qui aiment se prendre la tête, ce qui va souvent ensemble. Mais qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien? Eh bien, Brass Birmingham n'est pas seulement bien, c'est une tuerie. Il est instantanément rentré dans mon top 5, je peux pas vous dire la place exacte qu'il a parce qu'il me faut un peu plus de recul pour ça, mais je peux vous dire qu'il est et restera dans mon top 5, voire mon top 3. Tout est affaire d'anticipation, de calcul, de ruse, de coup de pute parfois aussi, quand un adversaire a prévu un super coup et que vous lui subtilisez une pièce maîtresse de son plan, que ce soit un emplacement ou une ressource. Brass Birmingham est complet, complexe, il a une profondeur folle et une rejouabilité infinie puisqu'aucune partie ne ressemble à la précédente. L'aléatoire est réduit au minimum puisqu'il ne provient que du tirage des cartes et que même ce petit problème peut être résolu grâce à une action pour récupérer des jokers. Sans compter qu'il est souvent possible de temporiser une action en attendant qu'une carte plus avantageuse soit tirée. C'est aussi un jeu dont l'issue est souvent serrée et qui se joue donc jusqu'au dernier coup, jusqu'à l'ultime action, ce moment qui peut vous coûter la victoire si vous avez mal calculé le coup d'un adversaire. Le seul risque de Brass Birmingham, mais c'est un risque avec tous les jeux experts, c'est la fameuse analysis paralysis, puisque tout est calculable, tout est identifiable, toutes les variables sont connues, à part les cartes qu'on a en main. C'est également un jeu qui s'affranchit de certaines habitudes qu'on a pris avec les autres jeux, et ça fait un bien fou. Par exemple, dans beaucoup de jeux, on a un mécanisme de retour dans le jeu, comme on dit, qui se base sur des prêts ou des actions de ce style. Dans Brass Birmingham, ces actions font partie intégrante du jeu. Le prêt est un passage quasiment obligatoire dans une partie, et pas une tentative désespérée de récupérer son retard. Il faut par contre bien réfléchir au moment auquel on veut le déclencher pour diminuer au maximum son impact négatif tout en ouvrant un maximum de possibilités d'erreur. C'est donc un jeu de réflexion, d'économie, de timing, d'observation et de déduction aussi en ce qui concerne le jeu des adversaires. Bref, je vous l'ai déjà dit, c'est un jeu complet. Pour le coup, c'est aussi un de ces jeux dont on se repasse les parties en boucle dans la tête
pour voir à quel moment on aurait pu faire un meilleur coup, à quel moment notre adversaire a fait un truc qu'on n'a pas vu venir, et tout simplement s'améliorer pour les parties suivantes. Un de ces jeux où il n'y a pas une stratégie gagnante, mais où la recette de la victoire ne peut venir que durant la partie. C'est un jeu qui vous reste en permanence en tête, et je dois bien avouer que je ne me souviens pas d'un jeu qui ait autant obnubilé les joueurs de ce qu'on va appeler mon groupe de joueurs habituel. N'est-ce pas, monsieur D ? En résumé, c'est peu dire que d'affirmer que je conseille Brass Birmingham aux amateurs de jeux experts. Je pense que c'est un indispensable de la ludothèque de ce genre de personnes, c'est-à-dire des personnes comme moi. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce serait pas mal d'avoir une vidéo règle en français de ce jeu quand même assez ardu à expliquer. Alors si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ludobox a bien fait un ludo chrono dessus, mais honnêtement, je vois mal comment on pourrait démarrer une partie juste après avoir regardé cette vidéo. Ça donne une petite idée de ce que c'est pas mal fait, mais pas assez pour vraiment pouvoir rentrer dans le jeu. Bref, dites-moi si ça vous intéresse. Funforge aussi, tiens, dites-moi si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. J'en profite pour remercier Funforge de l'envoi du jeu, puisque ça nous a permis de le tester, tout simplement. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager la vidéo. Vous connaissez les bails. L'équipe de Kiss My Geek et moi-même, on vous souhaite une très bonne année. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, ciao.